Je te présente brièvement, et puis après, je compte sur toi pour faire mieux que moi. Et Jean-Gabriel Perriot, tu es réalisateur, scénariste, écrivain, et surtout tu as travaillé pendant des années, et tu travailles encore dans le studio de montage de la rue piétonne de Croix de Chavaux à Montreuil. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés quand j'avais mon premier atelier, mon petit atelier devant lequel nous sommes actuellement. Tu en as dit beaucoup là, surtout que je ne suis pas écrivain. J'ai écrit un livre, mais je ne suis pas écrivain. Ah, voilà. Euh, non, oui, on s'est connus ici, ça fait 10 ans, non, un peu moins, 8 ans, dans cet endroit très particulier. En fait, là, c'est là où j'ai passé un an, donc juste en face de nous, Il y a 10 ans. dans un bureau de montage avec mon équipe où j'étais sur la fin du travail d'un film qui allait devenir mon premier long métrage qui s'appelait Une jeunesse allemande. La seule chose où l'Allemagne est vraiment sûre, c'est dans la jeunesse. J'avais vu qu'il y avait un gars en face qu'on ne savait pas trop. Mais arrive surtout le début du printemps et tout ça, et nous on avait marre d'aller au resto, on a vachement investi la cour, on faisait à manger tous les midis, etc. Ouais, juste derrière là. Voilà. Et c'est là qu'on s'est plus connus. Je crois que c'est un truc stupide, je crois que j'avais cassé ma paire de lunettes. Ouais. Un truc aussi bête, et comme du coup t'en faisais et que t'étais à côté, c'est là que tu m'as fait mes premières lunettes. Jusqu'à ce que je rende compte, ça faisait partie, par exemple, des lunettes, la chose que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse recycler. Donc, du coup, quand tu l'as dit, j'avais moi trouvé ça très très chouette. Après, ça devient une évidence que, à partir du moment où ce que tu fabriques existe, moi, j'ai pas de raison d'aller acheter des lunettes neuves, mal fabriquées, à l'autre bout du monde, qui traversent le monde en paquebot, mais d'essayer de retrouver des lunettes qui ont déjà été utilisées, et voilà. Et après, évidemment, ça rajoute la question de la sympathie, la manière dont tu le fais, dont tu l'as transmis à tes équipes, parce qu'il y a beaucoup de gens très sérieux dans tous les domaines, très très sérieux. Et que tu le fais en plus avec une espèce aussi de sympathie qui va bien avec l'idée que oui, tout ça doit être facile, doit être, je sais pas, enfin, soyons simples avec ça, quoi. Enfin, très... Bah, en tout cas, ça fait plaisir que tu vois ça, parce que et moi, alors pour le coup, j'ai découvert ton travail beaucoup plus tard. Tu as beaucoup travaillé sur la condition ouvrière, notamment dans Retour à Reims. Moi, ça me ferait rien de me marier avec un ouvrier, mais il est de qualité, quoi. Est-ce que vous croyez que ça peut s'améliorer un jour? On raconte cette histoire de la classe ouvrière française qui est, dans une première partie, assez axée sur les conditions de vie très concrètes des gens, et une deuxième partie beaucoup plus politique sur la représentation politique de cette classe ouvrière. Peut-être qu'il y a un temps où les gens étaient moins informés qu'aujourd'hui. Bon, ce qui est vrai, on va dire, et que peut-être on acceptait plus facilement des structures de société telles qu'elles étaient sans les questionner. On voit qu'il y a quand même une partie des gens significatifs qui sont prêts en fait à changer leurs habitudes. Parce que quand je disais tout à l'heure que j'aurais jamais eu l'idée qu'on puisse recycler des lunettes, je suis sûr que c'est à peu près valable pour beaucoup de choses qu'on utilise au quotidien. Et beaucoup sont prêts à juste changer leurs habitudes, et oui, on s'en fout d'avoir des lunettes neuves en fait. Et en plus, ce qui est chouette, on voit même les avantages que ça a. C'est-à-dire que si on va chez toi, bon, moi je refuse de porter des lunettes avec des marques. Vraiment, enfin, je ne vois pas, j'achète des lunettes, s'il y a des marques, je veux qu'on me paye pour faire de la publicité. À la limite, la marque du temps, mais c'est tout. Voilà. Et là, du coup, l'avantage quand c'est recyclé, c'est qu'on trouve facilement des lunettes sans marque. Et moi, chaque fois, ça me optimise ces lieux-là parce que on pourrait aller vers un monde où tout est comme ça. C'est-à-dire sans être communiste, révolutionnaire et Non, mais à la propriété. Complètement d'accord avec Il y a toi. d'autres manières de faire des choses qui ont du sens, quoi. Et j'ai 37 ans bientôt, donc je suis plus jeune entrepreneur, mais je vois des mecs de 25 ans, leur but c'est d'avoir 50 boutiques. C'est pas déjà de créer quelque chose de positif et après de voir comment ça peut évoluer. Je repars du sens que ça a d'un moment faire des lunettes à quelqu'un, quoi. Donc des gens qui ont des initiatives sont face à des concurrents qui sont tellement puissants parce que c'est directement constitué en groupement que ça devient difficile pour eux même d'émerger à une petite place parce que devant eux il y a un mec qui sera allé voir des investisseurs qui aura pris 1 million d'euros pour directement verrouiller son secteur. C'est dur de résister, par exemple, il y a plein d'endroits où de cette manière on n'a pas le choix. Dans tout ce qui est recyclage et bio, effectivement, il y a d'un coup des choses qui arrivent tout de suite très commercialement installées, ils prennent une espèce de monopole, mais je pense que ça ne va pas durer, ou en tout cas tout ça est trop fragile pour eux, et que
Tu vois, le fait que toi, à l'air de rien, il y a une demande, ça indique qu'on est plein à ne pas vouloir accepter totalement le jeu ou ce qui nous est offert. C'est-à-dire, dès qu'on a une autre possibilité, on y va. Et tu vois, je repense à autre chose sur ta boutique qui me relie peut-être à mon travail ou à l'idée, par exemple, d'un cinéma qui serait plus arrêt ou différent du cinéma commercial, c'est la question de l'artisanat. Parce que fabriquer un film, c'est 99% de travail technique et 1% de part créative, le vrai truc pour la télé ou le cinéma commercial, etc. Mais c'est absolument pas rigolo à faire. Parce qu'on sait qu'on faut mettre tel plan après tel autre, que l'histoire doit se développer comme ça, qu'il y a tellement de règles préétablies qu'on est vraiment technicien. Bon, ce que je fais dans mon cinéma, où c'est important, c'est dans la fabrication de rester artisan. Alors ça fait moins chic que réalisateur, par exemple, ou que cinéaste. Pour l'instant, mais ça fait partie. Mais moi je suis persuadé que le terme d'artisan va retrouver ses lettres de noblesse très bientôt, parce qu'on commence à recomprendre le sens de ce terme-là. Quelqu'un qui fabrique des meubles, c'est tout bête, mais selon l'ébéniste, on ne va pas avoir le même meuble. Dans le process de la fabrication, il y a de la différence parce que la personne qui l'a fabriqué est différente. Et là, dans le cinéma, c'est comment d'un coup... L'artisanat, c'est le rapport avec ses équipes, c'est le rapport moi-même avec la matière, comment je fabrique. S'il y a un truc, je ne sais pas, s'il y a un plan par exemple, ce qui pourrait être comme une planche de bois, hein, un plan, une image qui existe qu'à une durée, ça ne sert à rien d'essayer de la forcer comme un bourrin parce qu'il faut qu'elle raconte ce qu'on a envie. Non, une image, elle a son indépendance, elle a ses lignes de force, c'est comme une matière. Donc du coup, il faut trouver des manières de l'agencer. Donc évidemment, on a des techniques, on a des règles, mais on peut jouer avec. On n'est pas obligé d'essayer de tout rentrer dans des cases. C'est pour ça que je pensais à ce terme quand on parlait de toi, parce qu'on sait que quand on met une paire de lunettes sur le nez, ça n'a pas été fabriqué par un ouvrier mal payé à l'autre bout du monde, totalement anonymisé. Le produit arrive, c'est une machine qui met les verres et la seule personne humaine, c'est celle qui fait la facture. Là, on rentre, moi je te voyais réparer les lunettes, voir si tu pouvais les sauver, pas les sauver, comment, est-ce qu'elles étaient présentables ou pas. Et ça change le rapport à l'objet. En général, je fais un film parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Faire un film, c'est une manière de travailler la question et de transmettre justement à la fois mes émotions, mes doutes, les questions que ça me pose, mais de surtout pas amener mes propres réponses à moi, aux spectateurs. Moi, je suis qui pour donner mon avis sur la marche du monde, sur tel ou tel événement, sur... C'est la différence pour moi entre le cinéma, on va dire comme art en général, et le cinéma mainstream, commercial. Alors qui des fois ça a raison d'être. Hein. Moi j'adore aller le dimanche voir un film américain et juste... mais en tout cas c'est pas moi l'endroit où je me place et je fabrique un cinéma où s'il y a une part artistique, c'est dans cette liberté presque poétique de laisser l'espace pour que chacun s'y projette et reparte ou pas avec les questions que ça lui pose. Et alors parle-nous de ton nouveau projet si tu peux ou si tu veux. Je peux, après c'est toujours délicat de parler d'un truc que personne n'a encore vu. J'ai fini hier, hein, donc c'est un peu... Tu as fini hier? Ah ouais, c'est génial. C'est sur Sarajevo, le siège de Sarajevo. Okay. Et en fait on suit donc 5 hommes aujourd'hui, ils ont un peu plus de 40 ans. Les 5 hommes avaient en commun d'être à l'époque d'être très jeunes, autour de 18-20 ans, de filmer et d'avoir été mobilisés. Et ils continuaient à filmer, soit dans leur travail de soldat, soit en dehors du monde, des moments où ils étaient soldats. Donc on voit leurs images de l'époque, je les interroge sur ces images-là, pourquoi ils les ont faites, qu'est-ce qu'elles disent. Alors des fois on ne les comprend pas la première fois qu'on les voit. C'est tellement... Déjà parce que c'est des gamins, donc en fait des fois les films ne sont pas très bien foutus. Et parce que des fois c'est surprenant, par exemple il y en a certains qui filmaient leurs potes pendant qu'ils faisaient des fêtes. C'est compliqué d'imaginer qu'il y avait des gamins qui mettaient du rock et qui dansaient à 2h du matin à Sarajevo en pleine guerre. Ça ne correspond pas à l'image qu'on a. C'est un film sur les garçons dans ce sens où c'est aussi l'obligation de prendre les armes. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça, quand on a 18 ans et qu'on doit prendre des armes? Alors ça rappelle forcément beaucoup l'Ukraine là aujourd'hui. Mais voilà, c'est un film un peu sérieux et un peu... mais malgré tout, je trouve pour moi plein d'espoir parce que si eux, quand ils avaient 18-20 ans, en plein cœur d'une ville assiégée, ils ont réussi à continuer à faire des films,
On se dit qu'on n'a pas beaucoup de raisons de se plaindre et de s'empêcher de faire des choses en France aujourd'hui, dans un pays où on ne connaît pas la guerre et qu'on s'empêche en permanence de faire des choses, alors que eux, avec leurs petits moyens, c'est-à-dire sans moyens du tout, continuent à faire des choses et à vivre dans tous les sens du terme, quoi, c'est-à-dire même avec de l'humour, avec de la joie, avec de l'amour au milieu de tout ça. Et puis ça montre aussi le côté presque vital de l'instinct créatif. Oui, pour eux, c'était... C'est-à-dire à un moment, quand on voit... Pardon, mais moi ce qui me vient en tête, c'est les gens qui ont continué à écrire dans les camps de concentration. Exactement, c'est le même. Enfin voilà, je ne veux pas mettre de la lourdeur, mais c'est-à-dire que l'imaginaire fonctionne toujours. Même dans les pires situations, il y a toujours des gens qui se placent en artistes et qui ont envie de créer un horizon différent et de toujours essayer d'inscrire quoi qu'il se passe dans une histoire qui avance. Et c'est ce que tu fais merveilleusement bien. Comment ça va s'appeler ? En français, on n'est pas tout à fait sûr. Le titre officiel, c'est en anglais, qui s'appelle Facing Darkness. Ok, ça marche. Et tu as déjà la date de sortie ou pas ? C'est cet automne. Cet automne. On va regarder ça cet automne. Jean-Gabriel, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose qui te viendrait à l'esprit ? Ah non, comme ça, non. Ok, ça marche. Et ben écoute, moi je rajoute juste que je te remercie énormément, que ça m'a beaucoup ému d'être devant ce petit local où j'ai tant de souvenirs. Et puis ça me donne de l'énergie pour continuer à avancer. Et puis voilà, j'espère que les gens vont continuer à suivre les aventures et les rencontres extraordinaires que j'ai fait grâce à Dingue de Lunettes. Voilà, merci d'avoir regardé et puis à très bientôt.